Le gouvernement japonais décaisse plus de 15 milliards de francs CFA pour l'aménagement du débarcadère et la construction du marché central de Sassandra. Le Japon matérialise ainsi son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire dans ses projets de développement. L'Ivoirienne Fatima Diassa, médaillée d'argent des Jeux paralympiques, a reçu aujourd'hui les honneurs de la nation. Elle a reçu une villa et une somme de 40 millions de francs CFA. L'incubateur de Viti va accompagner des promoteurs de projets dans la phase d'accélération de leur business. Ces projets ont été présentés aujourd'hui à Grand Bassam en présence du ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Konenabanye. Aux États-Unis d'Amérique, moins de 48 heures après son élection, Donald Trump franchit le seuil de la Maison-Blanche. Il a été invité par le président Barack Obama pour une séance de travail avant son entrée en fonction en janvier 2017. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Nous commençons tout de suite par l'Assemblée nationale où le projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes a été adopté aujourd'hui par les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Ce projet a été présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui avait à ses côtés les ministres Ifrazi Yao et Maria Tokone, respectivement ministres de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, ainsi que de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Pour le garde des Sceaux, ce projet de loi renforce la lutte contre les réseaux criminels et instaure un cadre légal pour prévenir et réprimer la traite des personnes en Côte d'Ivoire. Fatima Diassa, médaillée d'argent des Jeux paralympiques, a reçu les honneurs de la nation ivoirienne. Elle a bénéficié d'une villa et d'une somme de 40 millions de francs CFA aujourd'hui même lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les membres de la Fédération des sports paralympiques n'ont pas été oubliés, ils ont été félicités et récompensés, nous explique Cathy Touré. 170 millions de francs CFA et 12 distinctions. C'est la récompense de l'État à la Fédération nationale des sports paralympiques et ses athlètes. Rentrés de Rio avec une médaille d'argent, ils ont été honorés par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous sommes réunis ce jour, encore une fois, pour magnifier l'effort et l'excellence par la célébration du courage et du mérite de nos vaillants athlètes ayant participé aux Jeux paralympiques de Rio, organisés du 7 au 18 septembre 2016. Comme pour les héros olympiques, Fatima Diasso, la médaillée d'argent, reçoit la somme de 40 millions de francs CFA et une villa du même montant. Elle est faite officier dans l'ordre national. Un grand merci au président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement. Cette distinction-là me va vraiment droit au cœur et je ne peux que dire merci et on va dire, j'ai patienté mais j'ai pas été déçue. 10 millions aux finalistes du 200 mètres, Nombo Jean-Luc, officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Les encadreurs n'ont pas été oubliés. Le guide athlète et l'entraîneur de Fatim repartent avec 15 millions chacun. 5 millions de francs pour l'entraîneur de Nogbo, le médecin et le directeur technique national. Quant aux administratifs, avec à leur tête le président Trazié-Serge Pacom, ils sont 5 à être distingués dans l'ordre du mérite ivoirien et l'ordre national, avec 20 millions pour les caisses de la fédération. Nous sommes extrêmement fiers de notre jeune fédération et nous sommes fiers aujourd'hui d'être honorés par la nation. C'est pour dire infiniment merci au chef de l'État qui, à travers aujourd'hui la Constitution, a proclamé le droit de la personne handicapée. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a promis recevoir la délégation dans les prochains jours. Voilà, Fatima Diasso, médaillée d'argent des Jeux paralympiques, a reçu les honneurs de la nation ivoirienne. On en arrive maintenant au premier titre de cette édition. Le gouvernement japonais qui vient de décaisser plus de 15 milliards de francs CFA pour l'aménagement du débarcadère et la construction du marché central de Sassandra. Le Japon matérialise ainsi son engagement à soutenir notre pays dans ses projets de développement, mais surtout à démontrer l'excellence des relations d'amitié qui lient les deux pays. Herman Yamien. Bientôt, la réalisation d'un projet d'aménagement du site du débarcadère et de construction du marché central de Sassandra.
Il sera financé gracieusement à hauteur de plus de 15 milliards de francs CFA par le gouvernement japonais à travers l'agence de coopération japonaise JICA. Par ce geste, le Japon entend soutenir la Côte d'Ivoire dans ce projet de développement. L'objectif de ce financement a pour but de promouvoir le développement économique et social ivoirien, notamment dans le domaine de la pêche artisanale à la commune de Sassandra. Le ministre des Ressources animales et halieutiques qualifie cet appui japonais de véritable bouffée d'oxygène pour la localité. Pour lui, la réalisation de ce projet qui va durer 3 ans va permettre aux populations de la localité de sortir de la pauvreté. Ces investissements permettront d'une part d'augmenter les performances des opérateurs de la pêche artisanale, la mise sur le marché de produits de pêche de quantité et de qualité aussi, et de plus grande valeur, et d'autre part doteront la ville de Sassandra d'infrastructures modernes pour le développement des échanges commerciaux. La mise en œuvre de ce projet sera dévolue aux partenaires japonais. Selon le ministre Adama Kone, le Japon dispose en matière de technologie et de construction d'une expertise avérée. Ce savoir-faire du Japon sera partagé avec les entreprises ivoiriennes qui prendront part à la réalisation de ces travaux. Ce sera donc l'occasion de procéder à un transfert de la technologie japonaise au profit de nos experts. Le projet d'aménagement du site du débarcadère et de construction du marché central de Sassandra est le second projet financé par le gouvernement japonais après celui de l'échangeur du Carrefour Solibra, baptisé échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, financé à hauteur de 27 milliards de francs CFA. Et au chapitre économique de cette édition, l'incubateur de Vitib qui a accompagné des promoteurs de projets dans la phase d'accélération de leur business. Ces projets ont été présentés aujourd'hui à Grand Bassam en présence du ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Kone-Nabagné. L'objectif est de permettre aux porteurs de projets de réaliser leurs rêves, à savoir transformer leurs projets en entreprises structurées et viables. Pendant plus de 6 mois, les 6 startups sélectionnées sur la dizaine qui ont pris part au concours ont bénéficié d'un accompagnement au sein de l'incubateur Vitib, village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Nous sommes subjugués par la créativité de notre jeunesse. L'important, quand on parle de créativité, c'est de faire en sorte que le projet qu'on propose adresse une problématique, traite une problématique, apporte une solution à un besoin. Pour le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Kone, le rôle d'apporteur d'affaires du numérique doit être renforcé par l'innovation, une ligne bien exploitée par les startups choisies. Smart Traffic Light est un système de régulation dynamique du trafic routier. C'est un système qui tient compte du nombre de véhicules sur la chaussée. Si on a une voie où il y a plus de voitures qu'une autre voie, on va accorder un temps de passage plus important que l'autre voie où il y a moins de voitures. Et il y a un autre point innovant, c'est qu'on va permettre une maintenance préventive des feux. Aujourd'hui, le défi est de se lancer sur le marché. Sur ce chantier, beaucoup de raisons d'espérer, vu que la formation a également permis de préparer la phase de mobilisation de fonds indispensables au développement des activités grâce à des business plans bancables. C'est un carnet d'adresses, des ouvertures. On leur a permis de signer des contrats. Quand elles commençaient la formation, elles n'avaient pas ces contrats. Aujourd'hui, elles ont un carnet d'adresses, elles ont des contrats en bonne et due forme signés, elles ont des clients qui sont déjà passés et commencent déjà à faire des affaires. L'année prochaine, ce sont une centaine de projets qui sont attendus au programme de formation du Vitib. Reportage réalisé pour vous par Lanciné Bakayoko. On s'intéresse maintenant à la coopération de la Côte d'Ivoire avec l'Union européenne. La Côte d'Ivoire fait partie des 16 États d'Afrique de l'Ouest qui sont en négociation d'un accord de partenariat économique avec l'UE. Cet accord régional qui a été signé par l'État ivoirien en décembre 2014 fait l'objet d'analyses en vue de définir des voies et moyens pour sa mise en œuvre. Explication détaillée avec Justine Seydiki. L'accord de partenariat économique APE consiste à mettre en place une zone de libre-échange réciproque entre l'Union européenne UE et les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique regroupés en blocs régionaux, ce qui sous-entend leur intégration économique et commerciale progressive au marché intérieur européen fort de 28 États. Il a l'avantage non seulement de nous donner l'accès au marché européen et aussi de préserver tous les produits que l'on pourrait vendre sur le marché régional.
Donc l'un dans l'autre, c'est les 3/4 de nos produits qui sont concernés et qui sont ainsi sécurisés. 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris la Côte d'Ivoire, sur 16 l'ont signé depuis février 2014. Il est maintenant question de sa mise en œuvre soutenue par une stratégie. La Côte d'Ivoire procède donc à l'élaboration de sa stratégie nationale depuis le 5 août dernier. Le pays a signé tout un ensemble d'accords dans le passé, mais il est important qu'au niveau national, on mobilise toute l'énergie pour pouvoir être sûr qu'on est en mesure de tirer le maximum de bénéfices de l'ensemble des accords que l'on signe, et particulièrement de cet accord important avec la partie européenne. Cette stratégie nationale a l'appui technique et le soutien financier de l'Union européenne. Depuis un certain nombre d'années, l'Union européenne appuie le processus de négociation et de mise en œuvre de l'APE. Et aujourd'hui, on se retrouve pour définir le cadre stratégique de la mise en œuvre de l'APE régionale et des conséquences de cette APE au niveau national. L'accord de partenariat économique APE, résumé en une quarantaine d'engagements portant sur le partenariat, le développement du commerce, la diversification et l'accroissement de la capacité de production des pays qui y adhèrent, se présente comme un projet de société pour le développement des pays du bloc Afrique de l'Ouest, comprenant les pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Et la Côte d'Ivoire qui coopère non seulement avec l'Union européenne, mais aussi avec la Banque mondiale. Justement, le pays bénéficie de l'appui de cette institution financière. Et pour renforcer la coopération, le ministère chargé de l'économie et des finances et le DGDI, dont de gouvernance et de développement institutionnel sont en réflexion, la Côte d'Ivoire veut augmenter le taux de décaissement pour le financement des projets. Juliette Ouya. Le taux de décaissement des projets financés et cofinancés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire a enregistré une baisse d'environ 50% en 2015. Ce taux est passé à 23% en mars 2016 en raison de certaines difficultés rencontrées entre l'administration ivoirienne et la Banque mondiale. Ainsi, pour améliorer ce taux de décaissement, première étape, ce séminaire organisé par le ministère chargé de l'économie et des finances. C'est un décret qui permet de prendre des procédures simples, exceptionnelles, pour alléger les procédures de gestion, de décaissement et d'administration des projets cofinancés. Ça sort un peu du système classique où il y a toute une chaîne longue d'acteurs et de procédures. Mais au travers de ce décret 475, tous les acteurs sont regroupés sur les projets. Les procédures de programmation, de passation des marchés et de gestion sont allégées pour que les décaissements soient rapides. L'ambition du gouvernement ivoirien est d'atteindre un taux de décaissement d'environ 80%. Une opportunité à saisir instamment, car le portefeuille de la Banque mondiale comprend environ 16 projets actifs, dont 12 nationaux et 4 régionaux, pour un montant cumulé d'environ 350 milliards de francs CFA. Je vous propose de revenir sur la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Journée célébrée le 2 novembre dernier à travers le monde. L'événement n'est pas passé sous silence en Côte d'Ivoire. Ce matin donc, à la Maison de la Presse au Plateau, le ministère de la Communication et le bureau de l'UNESCO ont tenu une rencontre avec les journalistes. On en sait plus avec Franck Guadio. Ces deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal au Mali, ont inspiré les Nations Unies qui, à partir de cette date, ont décrété une journée consacrée à la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Depuis 2006, l'UNESCO a condamné l'assassinat de plus de 800 journalistes et seulement moins de 7% de ces crimes ont été élucidés. L'impunité entraîne l'impunité, thème choisi pour 2016. Pour les acteurs, il faut sonner l'alarme. 2015, à travers le monde, il y a 110 journalistes qui ont été tués. Aujourd'hui même, quand nous faisons le point en ce qui concerne l'année 2016, ça fait 51 journalistes. Et donc nous marquons une pause pour dire trop c'est trop. J'encourage chacun à se tenir aux côtés de l'UNESCO pour condamner chaque meurtre de journaliste, réclamer des enquêtes approfondies. Le cas de la Côte d'Ivoire, la situation est relevée par le porte-parole des organisations professionnelles de journalistes. Pendant ces 2 dernières années, on n'a pas encore enregistré de crimes de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et nous nous en félicitons. C'est le lieu donc pour nous d'inviter le gouvernement à redoubler d'efforts. Engagement pris donc par l'État de soutenir les journalistes et garantir de meilleures conditions de travail.
La liberté de presse est une réalité tangible que le gouvernement s'efforce de garantir pour le développement du secteur de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. Le financement apporté chaque année par l'État ivoirien à la presse nationale et privée témoigne éloquemment de cette volonté. Les 195 États membres de l'UNESCO invités donc à faire le nécessaire pour renforcer leurs lois en matière de répression de toute violence envers les journalistes. Libres, ils ont pu écrire. Les journalistes du quotidien Le Mandat et leurs responsables sont donc en fait la raison. Le quotidien Le Mandat enregistre maintenant 2000 numéros, un nombre important de parutions qui démontrent le travail abattu par la rédaction. Eh bien, ce 2000e numéro a été célébré aujourd'hui à la maison du PDCI RDA en présence d'Henri Konan Bédié et de plusieurs cadres du parti. Herman Kivi. Vive le mandat. Merci. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, ouvre les festivités marquant la célébration du 2000e numéro du quotidien Le Mandat. Une célébration qui ne saurait commencer sans le traditionnel salut aux couleurs du parti. Des couleurs qui sont également la charte graphique du quotidien Le Mandat et qui donnent le ton de sa ligne éditoriale. Une plume engagée au service des idéaux du parti. Une cérémonie au cours de laquelle les fervents artisans du succès de ce quotidien sont honorés. Les mérites de l'équipe sont reconnus. Un quotidien messager du RDR, du PDCI et du RHDP. Un quotidien sérieux, utile, équilibré et engagé. La célébration du 2000e numéro sonne donc comme la reconnaissance et la consécration d'un journal de devoir. Une culture de l'excellence et de la qualité qui doit toujours demeurer. J'encourage toute la rédaction à ausculter d'autres lucades pour rendre le mandat plus ouvert, plus riche et conquérant. C'est à travers votre ingéniosité que vous ferez de le mandat le journal de tous les Ivoiriens au travers d'un sujet traité avec professionnalisme. Un gâteau à l'effigie de la couverture du quotidien est servi aux convives. Pour le futur, le quotidien s'engage à loger l'économie et la politique au seuil de l'équilibre. Et comme toute célébration qui accourt sous nos tropiques, des pas de danse bercés par les sonorités de l'artiste Nguez Bonsens étaient présents pour dire 2000 fois merci aux lecteurs du quotidien Le Mandat. Le ministre conseiller de l'émir du Qatar est à Abidjan. Ahmad bin Abdelaziz Al-Kawari est candidat au poste de directeur général de l'UNESCO et il compte sur le soutien de la Côte d'Ivoire en vue de son élection à la tête de cette organisation. Georges Ibrahim Tunkara, Issaïo, pour les explications. En octobre 2017, les pays membres de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture devront trouver un successeur à la Bulgare, Irina Bukova, qui dirige l'organisation depuis 2009 et dont le mandat arrive à expiration. Pour succéder à la Bulgare, plusieurs personnalités, dont le ministre conseiller de l'émir du Qatar et ancien ministre de la Culture, Ahmad bin Abdelaziz Al-Kawari, affichent leurs ambitions. En visite à Abidjan, le candidat qatari compte obtenir le soutien de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays central, un pays très important dans l'Ouest Afrique et on doit faire le maximum pour les aider. Il y a des programmes pour le Qatar, mais il y a des programmes pour l'UNESCO. Mais les programmes de l'UNESCO n'ont pas les moyens financiers. Et ça, c'est qu'on doit travailler sur pour assurer les moyens de faire le maximum pour l'Afrique surtout et pour les Côte d'Ivoire en particulier. Le ministre qatari a déjà échangé avec plusieurs personnalités ivoiriennes, dont le ministre des Affaires étrangères Albert Mabry Touakes et Maurice Kwaku Bandaman de la culture et de la francophonie. Ahmed bin Abdelaziz Al-Kawari s'est également rendu à Grand Bassam pour un hommage aux victimes des attaques de mars dernier. Grand Bassam, ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un Égyptien, un Libanais ainsi qu'un Vietnamien sont aussi en course pour la succession d'Irina Bukova. Voilà, l'ex-ministre de la Culture du Qatar qui est donc candidat au poste de directeur général de l'UNESCO. Les résultats de l'enquête mondiale 2016 sur les tendances en ressources humaines dans le monde et en Côte d'Ivoire ont été présentés aujourd'hui. Il en ressort que 87% des entreprises ivoiriennes sont prêtes au changement. Elles sont aptes à développer de nouvelles tendances pour l'amélioration du travail en entreprise, tandis que 43% refusent le changement. Voyons cela avec Patricia Omouetia.
2 tiers des employés envisagent de quitter leurs entreprises actuelles d'ici 2020. Au-delà des résultats financiers, ils expriment un besoin toujours plus fort de flexibilité et de créativité. Pour les attirer et les fidéliser, les entreprises doivent donc repenser leur mission. 57% en ont conscience. Notre raison consiste à développer la polycompétence, à pouvoir travailler dans un environnement beaucoup plus concurrentiel parce qu'on va dans un monde de plus en plus compétitif et qu'il va falloir développer des profils spécifiques. Les entreprises devraient vraiment investir sur le développement des compétences de leur RH pour garantir leur pérennité face à tous les enjeux et à tous les défis que les entreprises connaissent de nos jours. Les enjeux organisationnels sont jugés importants par 87% des organisations, tandis que 43% ne sont pas prêtes pour le changement. Maillon clé des entreprises, la fonction des ressources humaines doit aujourd'hui répondre à plusieurs défis. Les 3 tendances en fait, qui ressortent au niveau de la Côte d'Ivoire, ce sont donc la transformation des organisations. La deuxième tendance phare, c'est le leadership. La troisième forte tendance en Côte d'Ivoire que l'on observe, c'est sur le design thinking. Alors design thinking, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait comment on permet aux salariés de plus collaborer. Tous les DRH, tous les dirigeants d'entreprises qui ont participé veulent que leur organisation change, qu'on passe d'une organisation qui était plutôt hiérarchique à une organisation qui est beaucoup plus collaborative. Transformation organisationnelle, leadership, culture et compétences sont entre autres les 10 trajectoires incontournables pour les directions des ressources humaines. De nouvelles formes de travail qui s'annoncent périlleuses mais prometteuses. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo n'a pas eu lieu aujourd'hui. La raison, l'accusé et ses avocats ne se sont pas présentés devant la cour, comme l'a annoncé hier Maître Rodrigue Daguet. L'avocat principal de Simone Gbagbo a affirmé hier soir qu'il ne participera plus au procès, une décision qui fait suite à un arrêt de la cour de passer outre les autres auditions des témoins de la défense qui n'ont pas comparu. Le mercredi, Gabriel Zani. La chaise de l'accusé et le box des avocats de la défense dans le procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire sont restés vides ce jeudi matin. La cour d'assises a siégé sans Simone Gbagbo et ses avocats. Maître Daguet Rodrigue avait annoncé hier mercredi au soir que ni lui ni sa cliente ne participeront au procès. Les avocats de la défense reprochent à la cour d'avoir pris la décision de ne plus entendre les autres témoins de la défense qui n'ont pas comparu le mercredi. Pour la partie civile, l'attitude de la défense vise à gagner du temps dans le procès. Depuis que le procès même a commencé, nous avons constaté que la défense tergiverse, elle fait du dilatoire de temps en temps. Et surtout, lorsque plusieurs témoins sont venus confirmer la participation de Mme Gbagbo aux faits qui lui sont reprochés, donc depuis ce temps-là, nous avons remarqué que la défense ne veut plus de ce procès. Une attitude décriée aussi par le parquet, car ce jeudi, 4 autres témoins de la défense étaient attendus. Le procureur général définit les conséquences de l'absence de Simone Gbagbo et de ses avocats. L'article 319 du Code de procédure pénale dit que dans cette situation, le président de la Cour commet un huissier assisté de la force publique qui va aller lui faire sommation de se présenter à la Cour à la date et à l'heure indiquées dans la sommation. Donc c'est ce que le président a fait. Nous l'attendons pour la date du 16 novembre. À cette date, si elle comparaît, nous allons continuer le cours normal de notre procédure. Si elle ne comparaît pas, les dispositions prévues par le Code de procédure pénale dans cette nouvelle situation seront appliquées. Contraindre l'accusé à venir devant la cour, manu militari ou encore continuer le procès sans elle n'est pas une suite souhaitable, soutient Aliyou. Le procureur général et les avocats de la partie civile espèrent que le procès reprendra son cours selon le calendrier arrêté de façon consensuelle. Les audiences reprennent le 16 novembre avec l'audition d'autres témoins de la défense. La Côte d'Ivoire se prépare pour les élections législatives du 18 décembre prochain. Une trentaine de femmes candidates à ce scrutin sont en formation depuis ce matin. C'est une initiative de l'ONG Alerte Internationale et de l'Union africaine. En Côte d'Ivoire, les chiffres sont éloquents. Sur les 255 sièges que compte le Parlement sortant, seulement 25 sont occupés par des femmes. La situation n'est guère reluisante dans les collectivités décentralisées.
10 femmes seulement sur 197 maires et une seule femme à la tête des 31 conseillers généraux que compte le pays. Pour l'ONG Alerte Internationale qui organise cet atelier de formation, il est temps d'en finir avec cette sous-représentativité des femmes dans les instances de décision. Les chiffres sont en contradiction avec la représentation des femmes dans la population en général, qui font près de la moitié, près de 50% de la moitié. Ce qui veut dire que les femmes sont actives socialement, mais politiquement, elles sont moins représentées. La représentante de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire apporte tout son soutien à cette initiative. Lancer un appel aux partis politiques ivoiriens. Il faut aider les femmes, les soutenir de telle manière qu'elles se retrouvent demain dans le Parlement ivoirien. Les candidates aux prochaines législatives se réjouissent également de cette formation. Cet atelier, il est vraiment très favorable pour nous, surtout que c'est pour nous permettre de renforcer nos capacités. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la notion de ne pas avoir les rudiments pour se présenter aux élections font que beaucoup de femmes hésitent de se présenter. Si vous êtes femme et que vous voulez être candidate aux législatives du 18 décembre cette année, vous avez jusqu'au 17 novembre pour déposer votre dossier de candidature. Et le reportage de Georges Ibrahim Tunkara a été commenté pour vous par Hugues Hervé Blé. Aux États-Unis d'Amérique à présent, moins de 48 heures après son élection, Donald Trump franchit le seuil de la Maison-Blanche. Il a été invité par le président Barack Obama pour une séance de travail avant son entrée en fonction en janvier 2017. La transition est ainsi enclenchée. Barack Obama s'est engagé à faciliter cette transition afin de donner toutes les chances de succès à Donald Trump. Thomas Kessambi. Le président élu des États-Unis est arrivé ce jeudi matin à la Maison-Blanche pour rencontrer Barack Obama dans le bureau ovale afin d'évoquer la transition d'ici à sa prise de fonction le 20 janvier prochain. Une image absolument inimaginable pour beaucoup il y a 2 jours. Cette rencontre, la première entre les deux hommes, entre l'homme d'affaires de 70 ans et Barack Obama, s'est tenue à l'abri des regards des journalistes. À l'issue de cette rencontre, les deux hommes se sont exprimés devant la presse. Ma priorité est de faciliter une transition qui assure les chances de succès. J'ai eu une excellente conversation avec le président élu Donald Trump. Nous avons parlé de certains sujets liés à l'organisation de la Maison-Blanche. Nous avons parlé de politique étrangère, intérieure. Notre rencontre devra durer 15 minutes. Nous devions apprendre à nous connaître. J'ai un grand respect pour Barack Obama. Et elle a finalement duré 1 heure, presque 1 heure et demie. En ce qui me concerne, elle aurait pu durer encore. Nous avons discuté de différentes situations, certaines agréables et d'autres difficiles. Après cette rencontre, le président élu s'est rendu au Capitole pour y rencontrer le président républicain du Congrès. Un autre défi qui attend certainement le nouveau président américain, faire passer son élection auprès des électeurs d'Hillary Clinton. Ces derniers n'acceptent toujours pas sa victoire. Ils étaient des milliers de manifestants donc à se réunir hier pour protester contre la victoire du milliardaire Donald Trump à l'élection présidentielle. On retrouve Thomas Kessambi. Le résultat pourtant irréversible de l'élection présidentielle américaine ne satisfait pas tout le monde. Des milliers de manifestants se sont rassemblés mercredi soir à travers les États-Unis pour protester contre la victoire du républicain Donald Trump à la présidentielle américaine. Réunis principalement dans les grandes villes où les Américains ont généralement voté pour Hillary Clinton, ils n'avaient qu'un seul slogan. « Not my president, pas mon président ». Dans les rues de New York, Chicago en passant par Los Angeles, les anti-Trump, dans leur énervement, ont brûlé une pinata à l'effigie du futur président. Pour les manifestants, même si nous ne pouvons plus changer grand-chose maintenant, nous voulons qu'ils sachent que nous sommes énervés. C'est horrible. C'est un raciste, un sexiste, c'est un néo-nazi. Il ne mérite pas de présider notre pays. Donald Trump, quant à lui, est resté à sa résidence de Manhattan après sa victoire, où il a reçu ses proches pour la composition de son futur cabinet. Le président élu s'est rendu ce jeudi à Washington pour rencontrer Barack Obama dans la dynamique de la transition qui s'ouvre pour prendre fin en janvier prochain.
Loin des États-Unis d'Amérique, ici en Côte d'Ivoire, le footballeur international français Mamadou Sakho était aujourd'hui à Bingerville. Il n'était pas seul. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, y était aussi. Les deux personnalités ont visité l'hôpital psychiatrique de Bingerville et le village Marchou. L'objectif était de toucher du doigt les conditions de vie des lépreux et des internes de l'hôpital psychiatrique. Très bientôt, donc, le footballeur international, à travers l'association qui porte son nom, apportera son aide pour l'amélioration et le fonctionnement de ces deux structures. Je vous invite maintenant à écouter la réaction de Mamadou Sakho. Déjà, on a remarqué que l'hôpital psychiatrique était un hôpital de référence, l'est toujours d'ailleurs, mais on voit justement qu'en Afrique, le problème d'entretien reste toujours récurrent. Donc voilà, on va voir justement ce qu'on pourra mettre en place selon leurs besoins et comme je l'ai dit, avec nos modestes moyens, essayer de voir ce que nous on peut faire déjà et ensuite le but c'est vraiment de mettre tout ça en lumière pour que les gens s'y intéressent et comme je dis, si chacun fait un petit peu à sa hauteur, on peut que aller de l'avant. Ce journal est terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à la réalisation. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir.